de bois. Donc la Mabalo, Virgile Aroncet. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro de votre émission Sans langue de bois. Il est pile 9h dans notre studio. Justin Bangba est à la technique et je présente cette émission avec Virgile Aroncet. Virgile, bonjour. Bonjour donc Mamalo, bonjour à tous. Aujourd'hui, ça va être un dimanche particulier, Virgile, parce que justement, nous allons parler d'un sujet particulier, mais cela ne nous empêchera pas non plus d'aborder l'actualité nationale. On a parlé de plusieurs mafias dans ce pays, mais aujourd'hui on parlera spécifiquement de la mafia mortuaire. Virgile, vous n'avez pas peur, n'est-ce pas? La mort fait partie de la vie, donc je n'ai pas peur. D'accord. On traîne tous les jours avec la mort. Il y a même des familles dont le nom c'est la mort. La preuve, Monsieur Koudebi, puisque c'est lui notre métier. Exactement. C'est la mort. Et avec lui, quels sont les sujets que nous allons aborder aujourd'hui? Vous avez déjà planté le décor, donc la Mabalo. Nous allons essentiellement parler donc de la mafia mortuaire, comme vous l'avez dit. Nous allons parler de l'état des lieux, donc de nos morgues aujourd'hui, avec tous les dysfonctionnements relevés à chaque fois par Monsieur Meda Koudebi, président de l'ONG Bénin Diaspora Assistance, et parler surtout de ce qui se fait aujourd'hui pour assainir le milieu, puisque on n'a pas toujours idée, eh bien, la mort, ou plutôt la situation dans les morgues colle avec la vie et bien souvent entame la vie, d'où le sens du combat de Monsieur Meda Koudebi. Monsieur Meda Koudebi, justement, est diplômé de l'École nationale des métiers du funéraire à Paris, technicien industriel en menuiserie et ébénisterie, président de l'ONG Bénin Diaspora Assistance. Monsieur Koudebi, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, vous allez nous assister justement sur le thème que nous avons choisi d'aborder, mais comme je le disais à l'entame, vers la fin de l'émission, on abordera quand même quelques sujets de l'actualité nationale. Il n'y a pas de souci. Virgile. Dites-nous, Meda Koudebi, pourquoi avoir choisi de tout ce qui existe comme cause pour des ONG qu'on connaît traditionnellement, que ce soit l'humanitaire, que ce soit dans l'économie, etc., etc. Pourquoi avoir choisi, vous, de vous spécialiser, on va dire, dans les problèmes mortuaires? Déjà, je vais commencer par remercier le promoteur de cette radio et tous les auditeurs qui... Ce n'est pas facile. Je sais qu'il y a une pression terrible qui se fait sur la presse locale, mais vous avez confirmé votre indépendance et que la nation puisse quand même personnellement vous distinguer. Et je crois que ça fait partie même des recommandations de ce rapport. Vous verrez à la page les personnes recommandées dont vous en faites partie. Et déjà, personnellement, comme vous l'avez dit, mon nom de famille, c'est Koudebi. Ça veut dire que le vrai nom, c'est Ikoudebi. C'est la mort qui est mon ennemi. C'est ce que ça veut dire. Donc, il y a pas eu de hasard dans votre patronyme. C'était d'essence déjà, oui. votre combat. Oui. La deuxième chose, comme je vous l'avais dit, ma maman ayant fait un AVC en 2009, où le CNHU nous faisait comprendre que de vie ou de mort, nous appartenons à Dieu, de se préparer pour le pire d'ici 2 semaines. Malheureusement, les résultats envoyés à Paris ont confirmé que si elle arrivait à supporter l'atterrissage et le décollage, qu'on pourra la sauver. Et heureusement alors, pas malheureusement. Et effectivement, évacuée à Paris, aujourd'hui, elle vit encore à partir de l'instant T. J'ai compris que tous ceux qui meurent au Bénin ont dit que c'est la volonté de Dieu. C'est une manque de plateau technique. La deuxième chose, ce qui a tué Pierrette peut tuer Jacob. Le Bénin a un taux de mortalité très élevé par rapport à notre population. Et j'ai échangé avec les autorités qui ont reconnu et qui ont demandé mon assistance par un courrier. Et à partir de l'instant T, j'ai voulu quand même qu'on s'arrange pour que le Bénin puisse envoyer au moins 25 000 morts en moins quand on va atteindre l'objectif visé. C'est comme ça qu'on a priorisé. Sinon, notre ONG est dans 5 secteurs. Normalement, il est prévu l'année prochaine, par exemple, c'est pour sauver les esclaves de la République du Bénin. Il y a des esclaves dans la République du Bénin? Il y a des esclaves parce qu'aujourd'hui, nous avons ratifié les accords du BIT qui dit que le Béninois ne peut pas travailler plus de 40 heures par semaine. Alors qu'on a pris des huissiers, on a constaté que les agents de sécurité, ils font jusqu'à 120 heures par semaine. À partir de l'instant T, nous violons les accords du BIT. C'est de l'esclavage moderne. Les étudiants stagiaires, ils ne sont pas rémunérés.
alors qu'il doit se déplacer. Dans tous les autres pays, il touche au moins les 50% du SMIC, ce qu'on appelle le RMI, un minimum de revenus pour la réinsertion. À partir de l'instant T, nous avons prévu que l'année prochaine, nous allons saisir les autorités, saisir le BIT, le Bureau international du travail, pour faire constater que l'esclavage continue au Bénin sous d'autres formes. Monsieur Médéa Koudébi, vous voulez chasser tous les stagiaires des entreprises, parce que si vous faites ce combat-là, vous savez très bien qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises par ici qui rémunèrent des stagiaires qui sont en position d'apprentissage. On dit un minimum de revenus. Vous avez dit 50%. Vous avez dit 50% du SMIG, oui. C'est pour couvrir les frais du transport. Le stagiaire ne pousse pas des ailes pour venir au travail. Le stagiaire se déplace. Il paie le transport en commun. Il mange, on ne demande pas un salaire, mais un minimum de revenus pour la réinsertion. Le stagiaire est là pour être inséré dans la vie active, pour apprendre. C'est tout à fait normal. Nous n'allons pas parler aujourd'hui de ces sujets, ces combats à venir. Parlons de la morgue et parlons des problèmes liés du moins à l'environnement mortuaire, ces combats sur lesquels vous êtes depuis quelques années. Dites-nous aujourd'hui quel est l'état des lieux des morgues que vous avez si régulièrement fréquentés. Et aujourd'hui, la situation au Bénin est catastrophique. Et quand on utilise le terme de la mafia mortuaire, c'est parce que ça profite plus à la politique que aux citoyens ordinaires. La politique, vous avez dit? Oui, parce que 31 morgues, aujourd'hui en tout, il y a eu entre-temps, après l'invité du jour, 2 morgues qui ont frauduleusement ouvert leurs portes, ce qui porte aujourd'hui à 45 morgues privées au Bénin, dont 31 appartiennent aux hommes politiques. Vous voulez dire que les hommes politiques ont trouvé également un autre terrain dans ce secteur? Dans ce secteur et dans la pharmacie, parce que c'est le seul secteur où toutes les lois pour réglementer les morgues ont été toujours bloquées à l'Assemblée. Il n'y a aucune loi. Donc les chefs d'entreprise, si on considère donc les morgues comme des entreprises, oui. Évidemment, les chefs d'entreprise des morgues, pour la plupart, sont des acteurs politiques, des hommes politiques. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a un texte qui interdit ça? Il n'y a pas de texte qui l'interdit, mais le problème c'est que ça leur permet d'atteindre d'autres fins. C'est ce qui fait que l'état civil au Bénin aussi n'est pas crédible. Lesquelles, par exemple, quelle fin? Quelle fin, par exemple, quand tu as la malchance, par exemple, de faire la lépie avant ta mort, et que tu atterris dans les morgues d'un homme politique, l'identité, après on s'arrange pour récupérer les lépis, et ce sont ces morts qu'on a l'habitude de faire voter par procuration. Ça n'aime pas démontrer encore que c'est un mécanisme et que l'étendue de ce que vous dites n'est pas encore prouvé. On a eu quelques preuves pour lesquelles on a rencontré le président de la Cour constitutionnelle pour lui montrer la véracité de 3 preuves tangibles, photocopies de registre à l'appui. Et le président de la Cour constitutionnelle nous a dit que lui, il est là juste pour voir la conformité avec la Constitution. Celui qui est là oui, actuellement. Alors, il y a qui nous a dit qu'il est là juste pour voir la conformité avec la Constitution. D'aller plutôt au niveau de la Sénat. On était parti au niveau de la Sénat. La Sénat dit, mais actuellement, la loi qui a été votée ne lui permet pas de radier systématiquement un mort, même s'il a connaissance. Il est souvent obligé d'attendre la période d'actualisation avant de pouvoir les radier. Mais malheureusement, pendant l'actualisation aussi, il ne les radie pas. La chance, c'est qu'il y a un député qui était resté à la tête, même qui nous a confié que son propre frère décédé, aucune loi ne lui permet pas de radier et qu'il est encore là. Et qu'il faut imprimer la carte sorte avec les mêmes cartes, d'aller voir l'Assemblée nationale. Parce qu'il faut qu'il vote une loi rectificative. En ce moment, il peut le faire. On a envoyé le courrier à l'Assemblée nationale qui a été réceptionné le 6 juin 2016 à 15h53 par le secrétaire administratif. Malheureusement, à notre retour, le secrétaire particulier du président de l'Assemblée nationale nous a dit que le courrier est perdu au Parlement. Cette lettre recommandée. Ça ne nous a pas étonné parce que le cœur de la mafia se trouve au Parlement. Non, on va pas dire ça comme ça, monsieur Médéa Koudébi. Il y a eu un dysfonctionnement au niveau de l'administration, enfin le secrétariat du Parlement, ça va se corriger sûrement. Donc on ne peut pas accuser vertement le cœur de l'appareil politique comme étant les acteurs des morgues sont les propriétaires sont des politiques, c'est normal. Oui, justement, mais à partir du moment où aucun texte ne l'interdit, monsieur Koudébi, on dira qu'ils ont saisi l'opportunité justement des morgues pour le faire. Alors dites-nous, combien de morts ont voté alors au Bénin récemment? Et nous estimons l'équivalent pratiquement de près de 120 000 morts. Qui ont voté? Près de 120 000 morts parce que ces gens-là, nous avons eu l'occasion
Et la chance, c'est que plusieurs morgues ont des registres d'entrée et de sortie. Et on a listé à peu près les morgues qui ont coopéré. Hein. Oui. On a eu accès à leur liste. Et au même moment, on est allé au niveau de la LEPI exprès pour voir si ces gens-là ont voté ou pas. Sont encore sur l'état civil. On a démarré le contrôle quand on a commencé, on voit souvent à voter alors que la personne était décédée avant les élections. Arrivé à un certain moment, ils ont stoppé de nous vérifier les autres listes. Donc vous êtes arrivé à 120 000. Non, on a recensé 120 000 noms qu'on a amenés. Ok. Qui, au niveau des morgues. Mais arrivé là-bas, eux, quand ils ont commencé à compter, ils ont vu qu'il y avait pratiquement, au niveau à peu près 500 personnes, ils avaient déjà de près de 200. Qui ont voté. Qui sont apparaître. Du coup, ils ont dit non. Ils ont stoppé la suite du contrôle. C'est à partir de l'instant T que nous avons fait une proposition au DGEC. Au DGEC, c'est-à-dire la Direction Générale de l'État Civil. Pour pouvoir pratiquement prendre ses responsabilités. Ce qui a amené cette réforme. Parce que si vous avez eu à créer des sociétés au nom des morts dans ce pays, pour porter atteinte à l'honneur du pays, c'est comme ça que moi je le considère. Ça veut dire que les islamistes peuvent aussi infiltrer l'état civil du Bénin et aller se faire exploser à Paris, à Londres, à Washington. À partir de l'instant T, vous représentez une source d'insécurité pour l'humanité. C'est pour ça surtout cette démarche qu'on s'est plaint aux partenaires. Et on s'est plaint aussi pour l'honneur de notre pays. Parce que le Boko Haram au Nigeria, ou l'AQMI au Mali au Burkina, ou l'État islamique en Libye, qui va acheter les actes de naissance à 300 000 dans une morgue, pour se faire exploser, va porter atteinte à l'honneur de notre pays. On va dire que c'est un Béninois, mais au fait, il n'est pas Béninois de souche. Alors, mon combat n'est pas pour détruire le pays. Au contraire, je l'ai dit à l'OETB, je défends plus le Bénin que les élus béninois. Aujourd'hui, peut-être, ils le trouvent mal, mais beaucoup coopèrent. Et c'est l'occasion de féliciter un certain nombre de ministres, comme le ministre de l'Intérieur, comme le ministre du Cadre de Vie, qui finalement a essayé de dire désormais, il n'y aura plus de certificat de conformité environnementale sans l'accord préalable de notre ONG pour éviter qu'il y ait des risques d'empoisonnement comme celui qu'on avait dénoncé dans une localité de la vallée. Et au même moment, le ministre de l'Intérieur, son conseiller technique, la DGEC, la CTJ, le DC, le DAC, aujourd'hui, ils ont compris et ils ont su que c'est l'aide que j'apporte parce que c'est une situation qui est devenue ingérable. Trouver les corbillards sortis des morgues, à l'intérieur de ces corbillards, c'est pratiquement des goudas ou c'est à l'intérieur du cercueil. Vous voulez dire de la bière, c'est ça? Oui. Dans les cercueils. Dans les véhicules, dans les cercueils, tout ça là. Et toutes ces histoires sont contrôlées par le ministère de l'Intérieur qui, à ce jour, je remercie aussi le chef de l'État. Parce que quand j'avais réagi au début, il avait pris mal quand j'avais déposé le rapport lui donnant injonction de 30 jours. Je sais que il n'est pas bon de donner injonction à une autorité comme lui, mais puisque nous avons un agenda diesel qui n'a pas l'heure de départ ni l'heure de fin, c'est pourquoi j'ai mis 30 jours pour que les partenaires puissent savoir à partir de quand on peut authentifier notre mauvaise foi. Alors, Monsieur Koudébi Virgile, on va aller méthodiquement, parce que sinon on risque d'aborder plusieurs sujets à la fois. On va commencer par quoi, Virgile? On va commencer déjà par les dénonciations qui précédaient donc ce rapport, cette coopération aujourd'hui des autorités. Vous aviez souvent dénoncé donc la situation dans les morgues, puisque vous l'avez démontré plusieurs fois. Eh bien, la vie même est liée parfois à ces morgues, à ces situations, ou la situation des morts qu'on rencontre par-ci par-là. Eh bien, cette situation est parfois liée, donc, cette situation prend des pas, donc, des morgues. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Est-ce que ce que vous avez si souvent dénoncé, est-ce que ces choses ont été corrigées dans nos morgues? À ce jour, grandes choses ne sont pas corrigées, mais je sais que la totalité des morgues aujourd'hui, quand vous allez, ils vous diront, Monsieur Koudébiro, Tomete Medea. Parce qu'ils n'arrivent plus à faire le switchage. Ils attendent mon départ. Je leur ai dit, quand je partirai, il y aura de la place. Ce que j'ai aussi aimé, c'est que la majorité des promoteurs de morgues que nous avons rencontrés, qui ont été interviewés par France 24 et plusieurs autres chaînes internationales qui sont sur le territoire qui m'accompagnent, et ont avoué, tous étaient dans le commerce du poissonnerie. Jusqu'en 2007, 2006, 2007, quand comment on appelle, le bulldozer du domaine, comme eux-mêmes ils l'appellent, est arrivé, ils ont fait faillite. Et c'est depuis que Kadhafi Komone est arrivé qu'ils ont fait faillite, qu'ils ont commencé à recycler des hommes. Vous voulez dire que ce qui est prévu pour les poissons
utilisé pour les êtres humains. Oui, pour les hommes, c'est un laboratoire post-mortem. Un laboratoire post-mortem à conservation individuelle. Pour éviter que ce qui a tué Jacob, après avoir quitté le tiroir qu'on désinfecte, ne infecte pas Pierrette à son arrivée. C'est pour éviter les épidémies. Ce qui a ruiné le Libéria et d'autres pays de la sous-région. C'est parti à partir d'une morgue, d'un traitement mal fait pour les corps. Mais malheureusement, ici, ils entassent les corps l'un sur l'autre jusqu'à 1,50 m, 1,80 m de hauteur. Alors que le froid n'est pas assuré. Le froid n'est pas du tout assuré. On a été dans d'autres morgues où la chambre froide ne fonctionnait pas 72 heures avant notre arrivée. C'est un état de putréfaction très avancé. Même les plus grandes morgues, soi-disant, de ce pays, il y en a qui débranchent les chambres froides le soir pour faire économie sur les factures d'électricité. Et ils attendent les jours de visite. Ils choisissent 2 jours où tu peux visiter ton corps par semaine. Et c'est la veille de ces 2 jours qu'ils ne débranchent pas la chambre froide. Les autres jours, vous n'avez pas le droit de visite. Ils débranchent la chambre froide le soir pour faire raison d'économie sur la facture de l'SBE. Et c'est cette catastrophe de décongeler, recongeler, décongeler, recongeler qui fait que des fois, quand vous prenez les corps de ces morgues-là, vous avez tendance, après 30 minutes, et la tenue du défunt commence à se mouiller, le sang commence à sointer de ses narines, et on a l'impression que le corps a été vraiment très mal conservé. Et ça là, ma chance aujourd'hui, c'est qu'il y a 25 ans, j'étais secrétaire général de l'organisation des pompes funèbres du Bénin. Je connais bien le secteur dont je parle. Et aucun acteur du secteur ne peut me faire face pour apporter les preuves de contraire. Donc en fait, rien n'a changé depuis que vous faites des dénonciations. Rien n'a changé. Actuellement, ils ont essayé de diminuer un peu les surcharges. Et il y a une loi désormais qui va leur imposer le laboratoire post-mortem. Il y a une loi? Est-ce que la loi, à quel niveau? Non, la loi va être bloquée. Il y a une proposition de projet de décret conduit par le ministre de l'Intérieur pour laquelle, depuis le 27 juillet, une commission a été installée dont on est membre. Il y a le président de l'association des pompes funèbres du Bénin qui est membre et plusieurs ministères, procureurs, les greffiers en chef, et on réfléchit, c'est 127 articles. À ce jour, on est au niveau du point 50 articles. Mais c'est pas une loi. Non, c'est un projet de décret interministériel. Donc vous préférez passer par un règlement plutôt qu'une loi parce que la loi va être bloquée. La loi 1 déjà va être bloquée par ce Parlement. Mais pourquoi vous pouvez, Monsieur Koudébi, prêter des intentions à nos députés à ce point? Il s'agit d'une question de santé publique, il s'agit également d'une question fondamentale pour le développement de notre pays. Vous pensez que ça va être bloqué? Moi, ça me paraît quand même bizarre. Je vous confirme que l'ex-ministre, en 2013, Mme Gaza m'avait sollicité par un courrier pour que je puisse associer les acteurs de la santé publique au fin d'une initiative de loi pour compléter le code de la santé publique au Bénin, parce qu'il n'y a aucune loi, tout se fait par jurisprudence. Ce courrier est dans le rapport. Dès qu'elle a précisé que tout se fait par jurisprudence, qu'il faut qu'on les accompagne, ensemble on a travaillé, on a élaboré un projet de loi qu'on a envoyé à la Cour suprême pour voir la conformité avec la Constitution, avant que ça n'aille à l'Assemblée. Et au même moment, j'ai rencontré des députés à qui j'ai fait, pour aller plus vite, une proposition de loi directement, ça va aller plus vite. Ça fait un lobbying. Un lobbying. Malheureusement, ces députés ont pris, il y en a un qui me dit oui, moi, pour ne pas vous mentir, j'aurais bien aimé que ça ne soit pas la loi Koudébi, mais que ça puisse porter mon nom. Je dis, bon, c'est pas grave. Mais à un certain moment, j'ai compris que les acteurs, les bénéficiaires de cette mafia, ont commencé à tourner autour de ceux-là pour que ça soit vidé de son sens. Et parce qu'on avait dit que désormais, à l'époque, j'avais dit qu'aucun corps ne doit plus faire plus de 90 jours au Bénin, dans une morgue, tout ça là. Mais finalement, je crois que la nouvelle loi et le projet de décret qui est en cours, finalement, toutes les parties ont s'est entendues. Et le chef de l'État demande quand même qu'après la signature, qu'il y ait 6 mois de période de vulgarisation, et après les 6 mois, aucun corps ne doit plus faire plus de 45 jours dans une morgue au Bénin. Oui, mais Monsieur Koudébi, vous savez très bien qu'un décret doit être conforme à une loi existante et tout le reste. Vous avez fait le choix de ne pas passer par une loi et d'aller directement à un décret. Vous ne craignez pas que ce décret ne prospère pas non plus? Non, ce décret est basé quand même sur plusieurs articles, plusieurs lois que vous allez voir. Ça a pris sa source, par exemple, la loi sur l'environnement, la loi sur le code de l'hygiène publique, un certain nombre de choses. On a pris notre source à partir de ces lois et on a pris toutes les dispositifs pour que ça soit inattaquable devant la Cour constitutionnelle, raison pour laquelle il y a plusieurs cadres du ministère de la Justice, le greffier en chef, l'UNAMAB même a été associé et plusieurs procureurs pour qu'on puisse totalement
rester dans l'esprit des tests sur lesquels on s'est fondé. Normalement, au début, vous allez voir, on a cité tous les tests sur lesquels on s'est basé et pour pouvoir, normalement, sortir ces 124 articles qui vont réglementer désormais le secteur en République du Bénin. Donc, la conclusion, ce qui a avancé, c'est que les autorités actuelles ont coopéré. Ils ont coopéré, ça je tiens à le dire, c'est pour la première fois dans l'histoire du Bénin qu'il y aura un décret pouvant réglementer ce secteur et qui pourra fixer un certain nombre de jours. Je sais qu'en France, c'est 6 jours ouvrables. Je sais qu'au Gabon et en République démocratique, le Congo-Brazzaville, c'est 8 jours. Et je sais qu'en Côte d'Ivoire, Mme Raymond Kofi Goudou, la ministre de la Santé avec qui je travaille, ils sont en train d'adopter 15 jours. On a proposé 30 jours pour le Bénin, avec possibilité de dérogation. Mais l'Assemblée, normalement, l'atelier de préparatoire de l'atelier de validation, le comité installé a jugé que ce n'est pas la peine de donner une autorisation, une dérogation, ni 30 jours, que c'est peu. Mais par contre, on s'est entendu sur 45 jours, sans dérogation. Après 45 jours, c'est fausse commune. D'accord, Virgile. Après 45 jours, vous enterrez à la place donc des parents, vous enterrez les corps déposés dans les morgues? C'est la moindre des choses et c'est ce qu'on a l'habitude de faire. La preuve, entre le 18 mai et le 30 mai, il y a eu 438 corps inhumés dans des fosses communes au cimetière de Sommet, dont vous avez les images et tout est annexé à ce rapport. Images difficiles à regarder de toutes les façons. À regarder. Vous avez aussi parlé dans vos enquêtes des enfants qui sont utilisés également dans ce secteur-là. Parlez-nous-en. Ça a été une catastrophe quand... Et le samedi, je suis passé avec France 24, TV5 Monde et une chaîne de télévision sénégalaise. On a fait des descentes à Tingui, à Zakbota, à Vogmana et à Kové. Et on a découvert des enfants de 9 ans, de 11 ans, qui avaient des cadavres dans les morgues. Ah bon? Là, sincèrement, ils font partie des personnels des morgues. Des personnels en tenue et lavaient les cadavres, ces enfants qui ont été filmés. C'était une visite inopinée, vous n'avez prévenu personne? On ne prévient pas, notre ONG, on fait des contrôles inopinés et c'est l'enquête surtout qu'on faisait parce que en septembre, il y a l'émission Focus qui est basée sur la mafia mortuaire au Bénin qui devait passer sur France 24 et TV5 Monde en 5 langues. Et dans ces contrôles, on est tombé par hasard sur ces enfants de 9 ans, de 11 ans qui avaient les cadavres qui ont été filmés. Et vous avez les images aussi annexées au rapport. On a constaté qu'au Bénin encore, alors où on parle, il y a la traite des mineurs, alors qu'on a signé tous les accords avec l'UNICEF, on prend l'argent de l'UNICEF et on ne fait rien de bon. À partir de l'instant T encore, je crois que nous allons vers une plainte contre le Bénin à l'UNICEF pour la traite des mineurs. Et on a découvert aussi dans des cimetières des enfants de 11 ans, 13 ans, qui faisaient le travail de fossoyeur pour fermer les caveaux. Vous avez aussi les images annexées, alors que dans ce même cimetière, les enfants n'ont pas de gants, ils n'ont pas de bottes, ils n'ont pas d'eau potable. On a découvert des tombeaux climatisés, électrifiés, alors que ce personnel de ce cimetière n'avait rien du tout. Monsieur Koudébi, est-ce que vous avez approché ces enfants? Vous avez discuté avec eux? On a échangé avec eux, on a fait des interviews que vous allez découvrir tout sur France 24. Qu'est-ce qui explique leur présence en ce lieu? Oui, d'autres sont des enfants confiés, d'autres sont des apprentis. Et auprès du chef maçon, à qui on a confié par exemple la gestion de ce cimetière, on s'est rapproché des maires qui ont reconnu avoir failli à leur mission de contrôle dans ces cimetières, qui nous ont demandé de les aider à avoir désormais un règlement de cimetière qui sera affiché à l'entrée des cimetières du Bénin. Mais au même moment, quand on parle de la mort, il y a des causes qui conduisent à la mort. L'État aussi a une lourde responsabilité. Il ne faut pas que les privés se sentent accusés ou visés. On a commencé le contrôle par le CNH, je vous ai dit. Oui. On est resté 3 jours avec des caméras cachées pour voir les malades qui arrivent. Pendant combien de minutes le personnel met avant de les soigner? On a vu que la durée minimum de prise en charge est de 57 minutes. Alors que 30 minutes, et comme on appelle 1 minute de perdu pour des crises d'AVC, réduit de 40% les chances de suivi. On s'est rapproché du directeur pour en savoir un peu plus. Il nous a expliqué qu'il n'est pas responsable de cette situation. Il y a par exemple les kits de premiers soins que son hôpital n'a pas. S'il y avait les kits de premiers soins au CNHU, dès que la personne arrive, automatiquement, on allait prendre les kits et commencer à les soigner. Mais malheureusement, ils n'ont pas les kits de premiers soins. Ils sont obligés de faire l'ordonnance à la famille, le temps d'aller à la pharmacie et de revenir. C'est tout ça là qui fait que nous avons comptabilisé ces 57 minutes. Et que lui-même,
il est fatigué parce que l'urgence construite il a été nommé le 1er octobre 2014. Les 3 blocs opératoires du CNHU, c'était des coquilles vides. Il n'y a même pas une chaise. C'est écrit urgence, mais on ne peut pas opérer. Et c'était une catastrophe. Tous les efforts pour que le ministère l'aide à équiper ont été vains. Et c'est grâce aux différents directeurs du CNHU et les bonnes volontés qu'il a pu équiper d'eux. Ils ont 6 lits de personnes comateuses, mais qu'on ne peut pas utiliser parce qu'il manque de ventilation en bas. Et depuis 8 semaines, le médicament, par exemple l'adrénaline, qu'il faut utiliser pour tenter de redémarrer les cœurs en cas de crise d'AVC, est inexistant au CNHU. Ce qui fait que quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque qu'on doit redémarrer tout de suite, on n'a pas l'adrénaline. On est obligé de prescrire le temps d'aller à la pharmacie et de revenir, la personne se refroidit. On parlait quand il y a eu coupure d'électricité. Pendant 27 minutes, le groupe électrogène a refusé de démarrer. C'était le 19 juillet passé. On a compris, on dit tous ceux qui sont au bloc opératoire, c'est fini, c'est une catastrophe. Et pendant ce temps, on est obligé de ventiler à la main tous ceux qui sont en réanimation. Et c'est les chanceux, ceux-là. Et sincèrement, nous avons compris que l'État a une part de responsabilité dans le taux de mortalité. Pratiquement, nous avons CNHU, mais nous avons compris pourquoi nos autorités se soignent à l'étranger et qui ne se soignent pas dans ce coquille vide qui n'est que de nom. Monsieur Koudebi, pourquoi est-ce que les responsables du CNHU ne se prononcent jamais sur ce genre de questions? Pourquoi c'est vous qui en parlez? Essayons quelque chose, Virgile, on va partir au CNHU, mais personne ne voudra justement dénoncer ce genre de situation. Est-ce que ce n'est pas la cupidité collective? Est-ce que ce n'est pas aussi la responsabilité de ceux qui sont chargés de gérer un hôpital pareil? Je vous dis non tout de suite, parce que le 23 mai passé, ils ont adressé une lettre de dénonciation. L'association du collectif des professionnels de santé du CNHU a adressé une lettre de dénonciation au directeur et à leur ministre de tutelle. Depuis 23 mai à ce jour, il n'y a pas eu de suite. Je vous donnerai copie de cette lettre. Ils ont listé plein de choses qui est responsable aujourd'hui de l'incapacité de sauver et les Béninois, en quelque sorte, de les accueillir dans de très bonnes conditions, des lits rouillés, matelas inexistants, les maladies nosocomiales, l'absence de toilettes dans les salles, surcharge pléthorique. Je vais vous donner la liste. J'ai cette lettre que je compte transférer à l'OMS. Oui, mais pourquoi vous allez toujours à l'international, monsieur Koudebi? Certains, justement, vous font le reproche, n'est-ce pas, d'exposer votre pays. Vous êtes même allé, à un moment donné, jusqu'à recommander qu'on coupe des aides au Bénin à cause de ce genre de situation. Et je sais très bien qu'on vous a reproché à l'époque de n'avoir pas été patriote. Monsieur Koudebi, est-ce qu'on ne peut pas régler ces problèmes-là d'abord sur le plan national avant d'aller à l'international? Je vais vous dire une chose. Quand vous envoyez des courriers dans les ministères, dans les administrations, qu'on vous dit que le courrier est perdu, alors que ces gens-là, on est sûr qu'ils viendront demander des subventions, il faut les attendre là où ils pourront bien assimiler les recommandations. Envoyer d'autres courriers? Pourquoi vous vous fatiguez d'envoyer des courriers? Depuis 2012, on a commencé ce combat. Et c'est chaque fois, les courriers se perdent? Les courriers, quand on envoie, soit ça se perd, soit il n'y a pas de réponse. Et il a failli, par exemple, que comptable du point sur la table. La chance, on envoie toujours des lettres recommandées avec accusé de réception. Actuellement, tout de suite, si vous voyez les lettres de transmission, on a rappelé même que nous voulons traiter avec des gens qui sont responsables et non des gens qui n'ont que des tiroirs pour ranger les courriers que nous leur envoyons. Nous avons écrit ça blanc sur noir sur les courriers de transmission. Parce que la priorité aujourd'hui, j'ai l'impression que le citoyen n'est que marchandise pour l'homme politique. L'homme politique réagit quand il s'agit de l'argent. Nous n'avons pas des gens qui sont là pour défendre le peuple, mais nous avons des pintades qui réagissent quand il s'agit de l'argent. J'ai été, par exemple, je peux vous dire que dans des commissions, où à la fin on me dit, mais monsieur Koudebi, vous venez, il y a une somme chaque fois qu'on prend, venez signer ici pour qu'on puisse mettre notre comptabilité à jour. Nous leur avons dit non, on n'est pas là pour de l'argent. Si nous prenons aujourd'hui dans le cadre des réformes des morgues, et que demain nous défendons les nouveaux esclaves de la République du Bénin, qui sont les stagiaires et les agents de sécurité, on va dire qu'on veut aussi bouffer là-bas. Du coup, nous ne voulons rien à bouffer. Les gens vont jusqu'à dire que c'est pour justifier mon gombo à l'international que je viens crier. Je n'ai jamais eu un centime sur l'Union européenne. Je fonctionne sur fonds personnels et les membres de l'ONG, dont la majorité sont en France. Les bourses même que nous donnons aux étudiants, 4 de nos étudiants prendront l'avion le lundi prochain, le 14. Les 4 étudiants qui ont bénéficié de notre bourse pour l'année universitaire 2017-2018. Mais c'est des gens qui sont membres, par exemple, le secrétaire général est banquier, il est à Orléans, il s'est engagé à prendre en charge un étudiant, à l'héberger. C'est comme ça qu'on a, par exemple, un autre Béninois qui travaille à la préfecture à Paris, qui s'est engagé à prendre un autre, des gens qui travaillent dans les hôpitaux, de telle manière que, directement,
les membres donnent leurs dons aux bénéficiaires sans transiter, même pas moi qui suis le président. Je ne vois même pas la couleur. C'est des dons naturels. Il n'y a pas de cotisation dans mon ONG. On ne cotise pas un centime et on va dire que c'est l'argent de quelqu'un. Parce que je connais le béninois. Et vous trouvez l'argent où alors? Très bien. Ces membres-là, je vous ai dit qu'ils prennent individuellement les gens en charge directement. Moi-même qui suis ici, quand je travaille par exemple en France pendant 1 an, je dois payer l'équivalent de près de 4 millions d'impôts. Mais quand je prends 2 mois de congé, 3 mois de congé sans solde pour aller aider les pays africains, parce que je ne suis pas qu'au Bénin. J'interviens au Gabon, j'interviens en Côte d'Ivoire et je vais intervenir encore dans plusieurs autres pays parce que cette réforme, si le Bénin fait la réforme et que les autres pays n'en font pas, on sera toujours, les corps vont quitter le Togo, les corps vont quitter le Sénégal pour le Bénin. Si la réforme n'est pas sous-régionale, on ne pourra toujours pas atteindre les objectifs. Efficace. Oui, pas efficace. Alors, moi par exemple, pendant que je passe ce temps ici, ces mois-là, je ne paye pas d'impôts parce qu'à la fin, on totalise le nombre de mois de salaire dans l'année qui revient pratiquement à 8 mois de salaire sur 12 mois. 8 sur 12. Étant père de famille de 3 enfants, aujourd'hui, j'ai droit quand même à demi-part par enfant. C'est comme ça se calcule. Ça veut dire qu'il y a en tout 2 personnes et demie pour ce revenu. Je ne suis pas imposable. Et ça déclenche la prise en charge d'une partie des charges du foyer par la caisse d'allocation familiale. Alors, c'est l'État français qui paie de l'argent quand moi je viens ici pour sauver les gens. Mais ceux, puisqu'ils sont habitués à la politique de l'argent, ils crient que je prends les gombos. Mais quand je leur demande de me montrer la preuve, malheureusement, personne n'arrive à montrer cette preuve. J'aurais bien aimé qu'ils m'apportent les preuves pour quand même devant les tribunaux et dans un procès de diffamation, je puisse gagner quelques 50 millions ou sauver encore d'autres structures. Il y en a qui vous contestent également votre parcours, monsieur Médard Koudébi, Virgile, vous permettez. Il y en a qui vous contestent même votre formation, vos diplômes, et qui pensent que vous n'êtes pas qualifié pour aborder ce genre de sujet. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là, sans les attaquer, bien évidemment? Je sais qui est à la base. Ah, vous savez? Je sais celui qui est à la base. Et pourquoi vous ne réglez pas ça? Celui-là, il était président du syndicat il y a 25 ans quand j'étais secrétaire général à l'organisation. Celui-là n'a même pas une feuille de banane. C'est moi qui ai formé tout son personnel. Je peux vous sortir ses diplômes. Malheureusement, aujourd'hui, il a tellement fait le zélé. Il se croit propriétaire du plus luxueux. Vous n'allez pas accuser. Non, je ne donne pas de nom. Je ne donne pas de nom. Mais je vous donne ces détails pour que vous sachiez. Pourquoi je vous dis ça? Oui, d'accord. Il s'est rapproché de plusieurs radios. Plus précisément, par exemple, d'une radio qui est non loin du marché public. Vous n'êtes pas sûr que nous parlons de la même personne, hein? C'est la même personne. Parce que j'ai pas d'assurance par rapport à ça. Moi, je vous dis que c'est la même personne. Il y a une enquête de police. Et pourquoi vous ne poursuivez pas? S'il y a une enquête, on laisse tomber le sujet. Je vous dis. S'il y a une enquête, non. Vous avez reçu un mail. Oui. Ce mail que vous m'avez transféré. Oui. Immédiatement, une enquête a été engagée parce que j'ai déposé une plainte. Le ministère de l'Intérieur était même en colère. Oui. Et on a échangé avec celui-là qui a créé un faux compte fictif sans photo. Celui-là se dit journaliste au Sénégal et qu'il aimerait me connaître parce qu'il ne me connaît pas et qui tient à mieux me connaître pour relayer mes actions. Alors que, vu ce qu'il a écrit, je vais vous donner les captures d'écran et ce qu'il vous a envoyé, c'est le jouet la nuit, les captures d'écran sont là. Au même moment, tout ce qu'il vous a écrit, celui-là dont je parle, qui se reconnaît, dont je ne veux pas donner le nom, les a racontés au promoteur du radio qui est non loin du marché public. J'ai fourni tous les diplômes à ce monsieur, ce pape. Finalement, je lui ai demandé que l'autre n'a qu'à écrire ses allégations par écrit. Il a refusé d'écrire. Ce monsieur existe. J'ai donné tous les diplômes. Je n'ai rien, mais pourquoi il a fait former ce personnel, pas moi? D'accord. C'est compris, Virgile. On va passer à autre chose. La mafia portuaire, je dis portuaire. Vous êtes troublé, c'est ça? La mafia portuaire. Oh non, portuaire. Vous, à votre tour. Eh bien, ça va jusqu'à la prolifération, donc, la profanation, du moins, je vais y arriver. La profanation des tombes. Des tombes avec des corps sans tête. Parfois, c'est tout le corps qui est emporté. C'est assez grave. Oui, c'est ce que nous avions découvert plus précisément le 17 juillet, toujours avec les caméras de ces chaînes de télévision sur le plan international, puisque la chaîne locale commence à être menacée par cette mafia. L'international a pris la relève et France 24 a été choqué. Quand on est rentré dans PK14, on a découvert pratiquement près de 25 tombeaux sans tête. Les corps n'ont plus de tête. Il y a même 2 tombes là tournées de côté où tout le contenu est parti.
Et c'est là que je me suis énervé. J'ai fait une interview autour de la tombe en demandant aux Nations Unies de voter une résolution pour contraindre nos autorités à protéger nos têtes. Il n'y a pas de gardien là-bas Comment est-ce possible? Le gardien du cimetière PK14 pratiquement est l'équivalent de près de 18 hectares. Le gardien est devant. Il n'y a qu'un seul gardien? Il y a un seul gardien. Ce seul gardien aujourd'hui... Est-ce que ça déjà c'est normal pour garder 18 hectares? Ce seul gardien, déjà n'a pas de l'électricité. L'eau potable a été coupée par la SONER pour facture impayée. Nous avons photographié le compteur emporté. Et au même moment, on a arrêté, Dieu merci, on a arrêté un certain nombre de personnes en possession de plusieurs crânes qui ont été conduits à la brigade en face du cimetière. Je crois que c'était l'année dernière. Du coup, normalement, la mairie de Cotonou a connaissance, mais n'a rien fait. Nous avons constaté même que c'est la mairie de Cotonou qui a le plus empoisonné. PK14, c'est pas Cotonou, à moins que je me C'est Cotonou, c'est Cotonou. C'est dirais pas Cotonou, mais géographiquement, c'est quand même à Calavi. PK14, c'est la propriétaire, le propriétaire, c'est la mairie de Cotonou. Le cimetière de Sommet, ça appartient à Cotonou. C'est à Diagbo qui appartient à Calavi. Beaucoup ne font pas la différence. C'est important de... Vous êtes dans le domaine, donc vous ne vous Beaucoup ne font pas la différence. Alors, PK14 est une zone inondable. Si PK14 avait fait l'objet d'une étude d'impact environnemental, les Béninois ne seront pas aujourd'hui empoisonnés. Malheureusement, ils n'ont pas fait une étude d'impact environnemental parce que l'ABE, normalement aussi, qui devait faire ça, a été créé en 1995, alors que PK14 existait depuis 1980. Mais il existait une structure à la place de l'ABE. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez, c'est des piscines. Nous avons filmé ces piscines qui font office de caveaux. Ce qui nous a poussé même à faire une publication sur notre site que le mot de bienvenue de la mairie de Cotonou à nos chers défunts, c'est une deuxième mort par noyade. Et c'est l'eau des cadavres. L'eau du formol. Le formol qui a 99 ans de vie dans le sol, qui est un produit cancérigène. C'est ça que ceux qui sont autour de PK14 boivent dans leur puits. Donc la population de Godomé est exposée aujourd'hui à... Ils sont empoisonnés. La mairie de Calavi aujourd'hui est interpellée et réfléchit à comment interpeller le nouveau maire. Ils attendent le nouveau maire. Calavi attend le nouveau maire pour l'interpeller, pour comment il doit reloger ceux qui sont... Calavi ou Cotonou? Calavi entend interpeller Cotonou, qui est propriétaire, pour qu'il propose un plan de relogement de ceux qui sont à moins de 50 mètres autour du cimetière et comment procéder à la dépollution du sol pour mettre fin à l'empoisonnement de ces animaux. Mais est-ce que ce que vous proposez, ce qui aurait valu, ce n'est pas carrément déplacer le cimetière de là? Mais l'eau est déjà polluée. Même si on déplace le cimetière, et les corps sont déjà trempés dans l'eau et le problème c'est déjà l'eau. On ne peut pas déplacer l'eau. Mais on voit dans d'autres pays, on déplace carrément un cimetière, on supprime des cimetières. On déplace, on supprime. Ce qu'ils devaient faire, c'est qu'ils devaient interdire toute inhumation supplémentaire. Mais malheureusement, c'est ça même qui nourrit la corruption au sein de la mairie de Cotonou. Aujourd'hui, vous voulez enterrer à PK14 malgré que le cimetière est fermé depuis avril 2002. Ah bon? Depuis avril 2002, c'est fini. C'est plein, c'est ça? C'est plein. On ne vend plus de tombeaux officiellement. Il faut aller à Sommet. Mais malgré ça, si vous voulez enterrer à PK14 aujourd'hui, vous allez à la mairie, on vous dit que c'est 1,5 million à payer en espèces sans reçu. Et vous irez choisir les anciennes allées que parcourent les véhicules pour aller déposer les corps, pour creuser vous-même et enterrer. Cette corruption-là aujourd'hui existe depuis des années. Si vous allez maintenant, vous allez voir que tous les jours, on remplit les allées, on enterre. Mais ça, c'est aussi la complicité de ceux qui font ce genre de démarche. Oui, mais vous accusez des agents de la mairie, mais ceux qui vont là-bas pour payer ces montants sont aussi responsables. C'est une question de responsabilité collective. Je ne sais même pas pourquoi le Béninois, quand tu vis, il n'a pas les moyens. Là où vous êtes, monsieur Abalo, vous demandez à quelqu'un aujourd'hui tout de suite, j'ai besoin de 10 000 francs pour acheter un médicament. Il va vous dire qu'il n'a pas. Dès que vous tombez, si c'est un proche à vous, c'est lui qui va vouloir vous donner le cercueil de 1,7 million. C'est lui qui va vouloir vous prendre des limousines pour montrer son matu vu. On a même constaté que quand le Béninois a 20 complets, il y en a 15 qui sont tueurs. On adore ça. Il y a une proposition de loi qui va réglementer, mais qui va peut-être réglementer ça. On adore si ça a prospéré à l'Assemblée nationale. J'ai fait un enterrement le 4 juin passé des amis qui sont aux États-Unis, qui ont perdu leur maman, qui m'ont chargé d'organiser l'enterrement, mais qui ne veulent personne à la maison. On a choisi un cercueil de 300 000 tout de suite. C'est le mari négligent qui a abandonné madame de son vivant, qui immédiatement a dit non, la maison est inachevée depuis 5 ans. Il a achevé. Rapidement, c'est son cadavre qui est rentré dans la maison inachevée.
Il m'a dit, laisse-moi, concédez-moi ça, monsieur Koudebi. Je dis non, maman n'a pas besoin d'un cercueil de 1 700 000. Il dit, concédez-moi ça. C'est ce qu'il a acheté, 1 700 000. Et on a pris le palais des congrès. Palais des congrès, quand tu loues, c'est 400 000 quand il s'agit de faire l'anniversaire. Mais quand on leur a dit que le cadavre doit y arriver, nous ont dit, si le cadavre doit venir, c'est 2 millions. Et c'est 2 millions qu'on a payé pour 2 heures d'exposition du corps au palais des congrès. C'est pour vous dire que tout le monde vit de la mort. Tout le monde vit de la mort. Et quand il y a cadavre, l'argent sort. Quand on est malade, il n'y a pas l'argent. D'accord. Ça, c'est un autre problème de société que vous posez. Alors, j'ai une question pour vous. Oui. Normalement, dans les environs, n'est-ce pas, d'un cimetière, oui. à quelle distance peut-on avoir des habitations? Normalement, la distance, il est interdit de construire une habitation à moins de 100 mètres des clôtures des cimetières et des morgues. Mais le projet de décret qui est en cours, le ministre du cadre de vie, pour éviter d'être piégé, le décret interministériel propose désormais une zone tampon de 50 mètres autour des morgues dont le promoteur de la morgue serait propriétaire qui doit recevoir au moins 200 pieds d'arbres qui serviront de l'ombre et au même moment ces racines-là vont absorber une bonne partie des produits toxiques qui s'échapperont dans le sol. Au même moment, dans le projet de décret, il est dit clairement désormais que nul ne peut ériger un cimetière, c'est-à-dire les maires, ou une morgue à moins de 2 km des infrastructures socio-communautaires, y compris les cours d'eau. Ça veut dire que l'anarchie qui a toujours profité à cette mafia qui nourrit la politique va prendre fin bientôt. Pourquoi? Si nous ne mettons pas la pression internationale, rien ne bougera. J'avais dit la fois passée sur une chaîne de télévision internationale que je compte sur le président, c'est le seul qui peut nous sauver. Il n'a pas des intérêts dans la morgue, mais il a des amis qui ont des intérêts dans la morgue. Il a beaucoup d'amis, même des généraux de police. Et vous lui avez donné les noms de ces amis-là? Ces noms de ces amis, une enquête du ministère de l'Intérieur a été faite. Ça a été publié? Ce n'est pas publié, mais je vous ai laissé ça au rapport. D'accord. Vous avez des ministres de l'Intérieur, des anciens ministres de l'Intérieur, vous avez des députés, vous avez des généraux de police. Généralement, il y a généralement, il y a non, oui, d'accord, mais généralement, il y a des autorités, c'est ça. Oui. Et il faut englober ça comme ça. Je crois que c'est mieux, Virginie. L'enquête du ministre de l'Intérieur est annexée au rapport pour permettre aux partenaires de savoir qu'à l'instant T, le président fait des efforts. Il y a une transparence. Mais nous craignons que cette mafia prenne le président en otage. Je suis sûr que quand le président va vouloir mettre ce décret en pratique, à l'Assemblée, ils vont vous dire non. Si tu mets ça, nous, on retire de la mouvance. On va rejoindre la mouvance en échange de non-application de ceci. La prise d'otage se passera au Parlement. Le président a la volonté. Il est en train de faire les pas. Mais il sera pris en otage par les hommes politiques et son parlement qui ont des intérêts dans les morts. Et c'est là le problème qui fait que nous, on est obligés d'aller vers les partenaires. Moi, je vais espérer le contraire. On va espérer le contraire. Si les subventions sont gelées en échange de l'application, le président ne va pas sacrifier tout un pays pour faire plaisir à une mafia qui détruit son avenir, qui détruit son honneur. Déjà, nous sommes fiers en Europe aujourd'hui, nous sommes fiers de notre président. On est fiers. Déjà, même quand les gens disent nous avons un président mannequin, on est fiers. C'est le président. Tout ce limite au mannequinat, c'est ça? Non, c'est le président le mieux habillé. On est fiers. Ah, c'est ça. On est fiers. On n'a pas pris bon défilé quand même de mots. On est fiers. Mais on veut que nos morts aussi soient aussi fiers de l'au-delà. Ils sont déjà morts. Malheureusement. Il n'y a pas que le projet de décret que Média Koudebi, votre ONG, a obtenu aujourd'hui. Vous avez aussi pris sur vous le devoir de former certains corps de métiers comme les sapeurs-pompiers, comme les agents des collectivités locales, des conseillers communaux ou municipaux. Dites-nous en quoi former ces gens, ces corps de métiers entrent également dans l'atteinte de vos objectifs. Déjà, on avait commencé en 2013 par la formation des promoteurs des morgues du Sud Bénin qu'on a organisé avec Madame Gaza du 19 au 23 à l'hôpital de Zono de Ouida. Et on a formé ceux du Nord Bénin et du Centre Bénin à l'hôtel FF de Savalou de 16 au 19 décembre 2014. Et de 27 au 30 décembre, on a formé les officiers de police judiciaire. Et le 6 septembre 2016, on a formé les sapeurs-pompiers.
Et cette année, on a formé la Direction Générale de l'État Civil, la DGEC. Cette direction qui va prendre la relève de notre mission. Parce que actuellement, quand il y aura le projet de décret, au ministère de l'Intérieur, il y a une direction morgue et cimetière qui va prendre la relève et nous serons là comme un veilleur pour veiller à la bonne application. Et on aura notre cabinet d'audit qui va faire des audits de temps en temps pour voir si ce qui nous dresse comme rapport est conforme aux réalités du terrain. Et à partir de cet instant T, on a formé cette direction morgue du ministère de l'Intérieur. On a formé les élus locaux. Pourquoi? Parce que c'est eux qui donnent les permis d'inhumation à domicile comme des bouts de pain. Mais ils ne disent pas aux familles les caractéristiques de la tombe. La tombe doit avoir minimum 2 mètres de profondeur. Et puisqu'on parle en termes de briques, ici, quand vous voulez construire les maisons, vous enlevez 30 morceaux de briques dans un paquet de ciment. Mais pour la tombe, vous devez enlever 20 et non 30 pour un certain nombre de dosages, puisque c'est le langage qu'ils comprennent souvent dans les régions. Et les zones inondables ne doivent pas servir de cimetière. Malheureusement, vous êtes dans une localité de zone bourrée d'inondations, mais dont les 80% des corps sont enterrés à domicile. C'est de l'empoisonnement du voisinage. Oui, mais et après la mise Cotonou est constamment inondé. Alors comment on fait? Cotonou aujourd'hui, finalement, on a réussi à obtenir une décision de la mairie qui interdit qu'on ne doit plus inhumer dans les maisons. Sinon, avant, on enterrait à Glas, à Rendé. C'est de l'empoisonnement à tout vent. On a réussi à obtenir quand même une décision du maire qui n'autorise plus à enterrer dans cette zone inondable. Et après la mise en terre du cercueil, le corps doit recevoir 1 mètre de hauteur de terre plein, bien foulé. Pourquoi? Pour empêcher les remontées de gaz pendant la décomposition du corps. Et à la fin de ça, on doit fermer le reste de la tombe par du béton armé pour protéger ceux qui habitent la maison et au même moment pour éviter les infiltrations. Malheureusement, ça ne se dit pas aujourd'hui. Mais il y a des tombeaux sans dalles, comme vous voulez dire. Ça, c'est les terres pleins. Oui. On appelle ça les terres pleins. Ça, c'est autorisé. Les terres pleins, normalement, sont autorisés, mais dans des zones qui ne sont pas inondables et qui devaient faire l'objet préalablement d'une étude d'impact environnemental. À défaut de ça, ne doit connaître l'inondation les 10 dernières années. Malheureusement, rien de tout ça n'est fait. Tout est aujourd'hui dans le projet de décret en cours. L'un des problèmes que vous aviez souvent soulevé, on va dire un problème dans le problème, c'est le problème des morgues traditionnelles. Est-ce qu'aujourd'hui, il reste encore, le Bénin compte encore des morgues traditionnelles? Énormément, parce que les 127 morgues traditionnelles, on en a fermé 83 l'année dernière en tout. Et suite aussi à un arrêté de Mme Gaza de 2014 qui ordonnait leur fermeture. C'est quoi une morgue traditionnelle? Les morgues traditionnelles, c'est des morgues qui n'ont même pas une chambre froide ni de l'électricité. C'est des gens qui sont à domicile, qui prennent le corps de vos parents, ils leur font boire de l'eau, on creuse un trou, on pose le corps là-dessus, on lui fait boire de l'eau, on le secoue pour lui vider tout l'intestin, tout sort jusqu'à ce que finalement l'eau commence à sortir et on est sûr de l'avoir vidée. Et maintenant, on lui fait boire souvent du pétrole ou des fois pour que le ventre ne se déforme pas avant l'exposition, parce que quand on fait boire du pétrole, on expose, on sèche au soleil, avant de le mettre, le ventre est souvent aplati et l'exposition, le corps se déforme. Pour éviter qu'il soit déformé, ils font un mélange de ciment qu'ils font boire au corps après lui avoir bouché les trous du bas, ce qui fait que le ciment reste congelé, le ventre reste intact et le corps n'est plus déformé à l'exposition. On finit ça. On le sèche au soleil et pour éviter la mouche, ils prennent souvent des produits de cafard qui se vendent à l'étoile rouge un peu partout dans les feux, qui mélangent avec 1 kilo de farine de blé pour saupoudrer le corps, pour éviter que les mouches viennent faire la messe autour. Et c'est quand c'est arrivé à l'étape de séchage qu'ils mettent ça sur des étalages à l'intérieur. Vous avez les photos dans le catalogue. J'ai eu la chance que France 24 a eu aussi toutes ces images que vous aurez l'aimabilité de voir en septembre en direct pour mieux comprendre aujourd'hui tout ce qui tue le Béninois. Et ça existe au Bénin? Ça existe, je peux vous dire que les autorités sont énormément complices. Et vous en avez vu 127? 127, les 127, on en a fermé 83, mais malheureusement, et c'est là que je félicite... Et pourquoi les autres résistent? C'est là que je félicite le chef de l'État et le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur a ordonné une contre-enquête pour faire l'état des lieux avant décision. Et les gendarmeries, les brigades de gendarmerie et de police de nos localités ont remonté la semaine dernière le compte rendu de leur domaine de juridiction, de ces morgues-là qui existent encore,
qui fait pratiquement 60 et quelques encore, à ce jour. Et le ministère de l'Intérieur, immédiatement, la semaine dernière, y compris cette semaine, est en train de faire des communiqués à la radio pour ordonner, puisqu'on est sur le territoire, la pression s'exerce à tous les niveaux, pour demander à tous les gens de fermer ces morgues-là. Mais malheureusement... Mais est-ce que c'est pas de la complaisance? Malheureusement. Est-ce que c'est pas de la complaisance à ce que vous dites? Puisque les morgues traditionnelles, comme on dit, sont des morgues illégales, complètement illégales. Est-ce qu'on devrait pouvoir avertir avant d'agir? Malheureusement, je vous ai dit, je vais vous donner un exemple. Le samedi suis passé, dès qu'on est rentré dans une morgue traditionnelle, si un député ne vous appelle pas pour dire on vient d'apprendre que vous êtes allé dans quelle morgue, de quel droit vous êtes allé, c'est une autorité du ministère de l'Intérieur, soit de préfecture qui vous appelle. On a compris qu'ils sont en permanence en contact avec ceux qui doivent les fermer, parce que quand ils appellent, ils disent mais vous voulez faire des contrôles, mais pourquoi vous ne nous avez pas prévenus? Et on a découvert même une morgue traditionnelle qui s'est fait enregistrer par le préfet des Oukolines, sous le nom d'ONG, mais dans le journal officiel publié dont nous avons eu copie, c'est précisé qu'il devait sécher des corps et faire des injections locales. Et là, nous avons demandé dans le rapport que le chef de l'État fasse injonction à tous les préfets qu'ils annulent les ONG enregistrées pour faire du séchage, parce que nous ne sommes pas dans le pays des momies. Et au même moment, nous avons remarqué que l'État a une complicité, parce qu'en 2013, en 2014, Mme Gaza prenait un arrêté pour ordonner la fermeture de la totalité, parce qu'ils n'ont pas l'agrément du ministre de l'Intérieur, ni du ministre de la Santé, ils n'ont pas de certificat de conformité environnementale. Ils n'ont rien, l'État ne connaît pas leur existence. Mais malheureusement, le ministère de l'Intérieur, les élus locaux leur envoient des avis d'imposition sur les corps séchés au soleil et ils payent 57 100 francs. Ils payent des impôts. 57 100 francs l'année pour les corps séchés au soleil. Et c'est la seule chose qui légalise leur existence. C'est la seule chose que nous avons annexé aussi au rapport pour montrer la complicité des autorités. Monsieur Koudébi, finalement, il y a combien de morgues légales au Bénin? Morgues, à ce jour... Oui, autorisées, c'est-à-dire ayant d'agrément. À ce jour, les 45 morgues privées que vous avez au Bénin, à ce jour, il y en a une seule qui a d'agrément, c'est celui de Covey, obtenu le 30 juin 2015. Tout le reste fonctionne dans l'inégalité totale. Dans l'illégalité. Totale. Dans l'irrégularité, pas dans l'illégalité, puisqu'elles sont autorisées normalement. Et puisqu'elles payent des impôts. Elles n'ont pas été autorisées. Elles payent des impôts. Je vais vous expliquer. Elles n'ont pas été autorisées, oui. Je vais vous expliquer. Pour avoir une morgue, quelle est la démarche? Puisque c'est un métier porteur d'avenir, qui perdra sa valeur le jour le dernier survivant quittera cette terre. D'autant qu'il y aura des vivants, il y aura de la marchandise. Puisque c'est le métier porteur d'avenir, il n'y a pas le chômage. Déjà, la première des choses, tu dois être propriétaire de ton domaine. Oui. Tu vas voir le maire de la localité pour demander une autorisation de la commune qui accepte d'abriter la morgue. Une fois quand tu as l'autorisation, tu vas maintenant prendre un biologiste pour venir faire une étude d'impact environnemental. Lui, maintenant, quand il va finir l'étude d'impact environnemental, le dossier est envoyé à l'ABE. Désormais, c'est que l'ABE demande l'accord préalable de notre ONG, l'avis préalable, pour voir que ça répond effectivement aux normes et qu'il n'y aura pas de risque d'empoisonnement demain. Quand nous on finit, on siège maintenant à l'atelier de validation de l'ON, du certificat de conformité environnementale. Le maire doit siéger, c'est les maires qui doivent défendre les intérêts de leur commune. Ce qui fait qu'à ce jour, toutes les localités où il y a des morgues qui ne répondent pas aux normes, c'est la complicité de leur maire qui n'a pas défendu leurs intérêts dans cette commission. Une fois quand vous siégez, la mairie arrive, les biologistes arrivent, et ceux du ministère de gestion de l'environnement arrivent, la santé arrive, et on fait une étude, on voit la localité, on prend tous les risques, et on autorise sous réserve ou carrément, on autorise si ça conforme en faisant des recommandations, et en mettant sur pied un comité de suivi. C'est en ce moment que tu vas démarrer les travaux. Si tu as déjà construit, tu ne peux plus obtenir le certificat de conformité environnementale, mais tu vas faire l'audit. Maintenant, quand tu finis de construire, tu vas acheter le laboratoire post-mortem. Tu vas retourner au ministère de la Santé, c'est le service d'hygiène et d'assainissement qui va venir voir si tes équipements sont aux normes et qu'il n'y aura pas d'épidémie et qui va te donner un certificat de normes sanitaires d'ouverture. C'est la deuxième pièce après le certificat de conformité environnementale. Et les deux documents,
En plus, le certificat de prise de connaissance de risque, c'est-à-dire les diplômes, les attestations que nous délivrons depuis 12 ans gratuitement, depuis 2012 gratuitement, font partie des pièces à joindre au dossier que tu as pris connaissance des risques et que tu seras pas à la base des épidémies. Et c'est l'ensemble de ces dossiers que tu vas fournir au ministère de l'Intérieur pour une demande d'agrément. Le ministre de l'Intérieur va faire une étude et une enquête de moralité dans un délai de 45 jours. Et c'est après 45 jours que tu auras l'agrément. Voilà ce qu'on appelle c'est le processus. C'est le processus. Normalement. Oui. Est-ce que c'est ce qui figure du moins dans votre projet de décret ou c'est ce qui existe aujourd'hui déjà? C'est ce qui existait toujours. La seule chose qui a été ajoutée, c'est le certificat de risque, les attestations que nous délivrons, qui est la seule chose qui vient d'être ajoutée. Sinon, à part ça, tout ce que je viens de vous énumérer, c'est ce qui devait se faire depuis des années, prise par arrêté de 1994 de Madame Gaza. Oui, les gens laissaient toujours faire sans respecter. Sans respecter. Et en échange de quoi la corruption? Parce que quand vous rencontrez des promoteurs, par exemple, qui disent oui, j'ai obtenu les documents, mais c'est l'argent. Ça bouffe de l'argent. On a même vu un promoteur qui a dit, ils viennent, mais ils ne regardent pas la chambre froide. Ils prennent de l'argent. C'est surtout pour ça que désormais, dans ce projet de décret, nous avons dit désormais, le ministère de la Santé ne va plus faire un contrôle à part, et ABE à part, intérieur à part. Ce serait un contrôle conjoint. Les trois ministères feront le contrôle ensemble. Là, quelqu'un ne va plus passer par derrière pour prendre une enveloppe, et des enveloppes, et voir du rouge et venir dire du noir à son ministre. Donc, il y a gré à gré dans le secteur mortuaire, c'est ça? Plein. Ah, il y a plein de gré à gré. Mais ils le font, car par exemple, quand les gens vous appellent, par exemple, ils disent, il y a tel cadre qui est décédé, c'est le trésor qui paie la facture. Ah bon? On te le donne directement de gré à gré, on demande de surfacturer le cercueil, de surfacturer ceci, et ils vont prendre telle différence. Moi, je suis directeur de pompe funèbre au Bénin. Mais quand les gens viennent, ils me disent ça, je dis, mais non, je ne peux pas faire. Déjà, c'est détruire l'État. Et la deuxième chose, quand il va falloir rendre compte à l'UFI pour payer le TVA, je vais payer le TVA sur la différence que toi tu veux prendre. Monsieur Koudébi, vous voulez dire que l'État béninois, n'est-ce pas, paye les obsèques et tout le reste d'un certain nombre de personnes. Par exemple, il y a des gens, c'est leur service qui prend en charge le cercueil. Et que sur ça, il y a des surfacturations. Qui prend le cercueil et qui prend que le véhicule funèbre. Du fait que l'inhumation se fera à domicile et qu'il n'y aura pas de facture, de fausse ni comme ça, on vous demande souvent de surfacturer le cercueil et le véhicule funèbre pour récupérer l'argent de l'investissement fait à la maison pour la fosse. D'accord. Vous avez dénoncé ça aux autorités du pays? Tout ça, ça va être fini, puisque maintenant, les choses vont être plus claires. Et je compte sur le président Patrice Talon parce que c'est un bon gestionnaire. Et donc, vous êtes d'accord avec lui qu'il ait suspendu les gré à gré? Je suis d'accord avec lui sur plusieurs points. Pas que sur celui-là, sur plusieurs points. Et je tiens sincèrement à ce qui nous aide à sauver les Béninois. D'accord. Surtout la semaine dernière, j'ai révélé juste l'affaire du jus des cadavres. Jus de cadavre? Jus de cadavre, les gens se sont étonnés. C'est-à-dire Les corps, déjà, rien que les corps produisent pratiquement dans les morgues qui sont en état de défaillance, par exemple, dont je ne vais pas donner les noms, la majorité c'est public. Ne donnez surtout pas de la nom. majorité c'est public. Oui. Quand on entasse les corps jusqu'à 1m20, 1m50 de hauteur, et ceux de les urines, les caca, les baves, les trucs qui échappent, les sécrétions, et on est obligé de mettre des serpillères au plus bas pour poncher le jus, tous ces gluants qu'on presse dans un seau. Non, c'est pas du jus, c'est de l'eau. Et ces gluants sont vendus 10 000 francs le litre. À qui? À des gens, par exemple, qui font les parfums de chance. Ah oui? Qui font les savons de chance. Et au même moment, il y a d'autres pratiquement qui les achètent sans qu'on ne sache pas l'utilisation qu'ils veulent faire avec. Et quand on s'est rapproché de ceux-là, ils ont bien dit, quand les gens viennent lâcher l'incantation, c'est que tu as notre et quand tu l'utilises, les femmes du marché l'aspergent devant leurs étalages. Et malheureusement, tu vas pour achat de légumes et que la tourbillon soulève le vent, bon, tu reviens avec ces gemmes. Monsieur Koudébi, nous n'allons pas l'arrêter. Il y a trop de la magie dans le secteur. Vous avez commencé par avoir peur. Non, pas du tout. Non, mais, Virgile, en fait, cette émission est un supplice pour nous, que nous gérons et que nous assumons. Maintenant, on va faire en sorte non plus de ne pas alarmer. Non plus mais c'est bien ce que vous dénoncez, c'est très bien. C'est bien de savoir, n'est-ce pas? Là, on va donner la parole aux auditeurs. Non, avant les auditeurs, vous permettez, Dr Lavalo. On a l'impression, mesdames, Koudébi, que vous me direz si c'est faux ou pas, que le maillon faible de votre ONG, c'est que ça repose presque uniquement sur vous et
seulement quand vous êtes au pays. Donc après ça, les gens peuvent vaquer aussi à leurs irrégularités, comme vous dénoncez à chaque fois. Non, la preuve, et je vous ai dit que l'espion qui envoie des mails, qui rencontre les radios, les journalistes locaux pour faire pression sur eux en échange de l'argent, a eu quand même le temps d'échanger avec mon chargé de communication, qui s'est présenté à lui, qui est un journaliste aussi, qui est au Bénin. Il y a mon vice-président qui est au Bénin. Quand on doit distribuer ces courriers, c'est eux qui les distribuent. Mais dans ce secteur, puisqu'on n'est que 2 spécialistes, le Bénin n'en a qu'en tout 4. Il y a celui qui gère la morgue de Lomel, et son beau-père, Nikwe, qui l'a obtenu en 1976, suivi de Brice Rumbedi, qui a aujourd'hui en France, qui voulait reconstruire la morgue de CNHU. Mais la corruption l'a empêché, l'a découragé, il est reparti. Il est en France, il gère 2 morgues. Je suis le 3e béninois qui a obtenu ce diplôme en France. Et le dernier, c'est un responsable aujourd'hui au ministère du Plan, le docteur Atine Ouémé, on n'est que 4. Alors quand il s'agit d'aborder ce sujet, nous les 4, on est plus habilités à intervenir dans ce domaine parce qu'on a un bagage nécessaire qu'aujourd'hui, même l'ensemble des promoteurs du morgue au Bénin n'en ont pas. On est obligé de former tout leur personnel. Et ça, c'est une grande peur pour eux. On comprend leur panique. Tout changement induit résistance. Oui, mais est-ce que c'est prévu que vous ayez peut-être à l'avenir des personnes ici pour pouvoir continuer votre combat, même quand vous êtes à l'extérieur, vous êtes en France? Je viens de vous dire que le ministère de l'Intérieur a un service qu'on a formé qui doit prendre la relève et nous, on va jouer le veilleur. Et à partir de l'année prochaine, on va sauver les nouveaux esclaves de la République du Bénin. Et je vous ai dit qu'on intervient aussi dans des bourses et qu'on a nos 4 étudiants boursiers qui vont partir le lundi en France. D'accord. Nous, on va arrêter de poser des questions au studio pour le moment, pour vous donner la possibilité à vous, auditeurs, d'intervenir. Nous allons recevoir le tout premier avec la permission de Ghislain Bangba qui est à la technique. Bonjour, cher ami auditeur. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Doncan. Bonjour, monsieur Vigile Avanceur. Et mon ami, monsieur Koudébi, bonjour. Voilà. Bonjour, monsieur. Nom, prénom et puis question. Davarou Thierry à l'appareil. Professeur, question. Alors oui. Bon, en fait, je n'ai pas de questions à lui poser. Je voudrais simplement l'encourager à continuer. C'est le travail qu'il fait, est un travail très très important. Surtout pour l'environnement et pour nos enfants. Et lorsque les gens font ce genre de choses, ils ne se demandent pas quelles sont les conséquences de leurs actes sur les enfants dans 50 ans, dans 20 ans ou dans 10 ans. Et ce travail qu'il est en train de faire, je l'encourage. Il aura des menaces, les menaces même de mort pour lui. Je lui dis, quand vous faites quelque chose de bien, la nature vous protège. De ce coup de vie, la nature vous protège. Continuez. Si vous avez besoin de nous qui sommes dans le secteur de l'éducation, nous serons avec vous, pour travailler avec vous. Merci beaucoup et bonne journée. Merci professeur et très bonne journée. Voilà, un second appel. Oui, allô, bonjour. Madame Kaivi. Bonjour monsieur Donclam. Oui, Madame Kaivi, vous allez bien? Oui, je vais bien. Vous avez peur, hein? Oui, ça, ce sujet vous intéresse, n'est-ce pas? Bonjour monsieur Vigile. Bonjour Madame Kaivi. Oui, monsieur Koudébi du courage, bonjour à vous. Merci Madame Kaivi. Ma question est ceci. La morgue qu'on a voulu ouverte dans la vallée, vous étiez contre dans Invité du jour avec Vigile. Oui. Est-ce que vous avez réussi à ne pas la faire ouverte? Ça, c'est ma première question. La seconde question est celle-ci. Est-ce que 45 jours pour tenir, en tout cas pour le délai des morts à la morgue, ce n'est pas trop par hasard? Est-ce que 2 semaines seulement ne suffit pas pour qu'on enterre les morts, pour que les morts aillent se reposer en paix? Ça, c'est ma question. Et j'aimerais quand même que vous réduisez cette délai de 45 jours. C'est trop. C'est trop pour les Béninois. Il faut qu'on s'occupe des gens qui sont encore vivants que d'aller s'occuper des morts qui vont aller faire 45 jours à la morgue. Pourquoi? Mais il y en a qui font des années, hein. Vous savez bien, Madame. Oui, Kaivi. mais quand même, il faut commencer par réduire les choses au Bénin. L'argent, c'est pour les vivants et non pour les morts. D'accord. Il faut qu'on s'occupe de nos enfants, des gens qui sont à l'hôpital, qui sont en train de mourir faute d'argent. Au lieu d'aller investir à la mode,
D'accord. Est-ce qu'on ne peut pas adopter ici au Bénin le système des musulmans? D'accord, Madame Kaivi, c'est compris. Merci beaucoup pour votre participation et très bon dimanche à vous. Surtout, n'ayez crainte, il n'y a aucun problème. Un troisième, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Vous avez l'air très calme, hein? C'est le sujet qui vous met dans cet état ou... Toussaint Waneidou. Allez-y, monsieur Waneidou. Monsieur Vigile, bonjour. Bonjour, monsieur Waneidou. Oui, et cher invité, bonjour. Oui, bonjour monsieur Alain. Je tiens d'abord à vous féliciter, à vous encourager pour tout ce que vous faites pour le bien-être des Béninois. Mais il y a une autre forme de la mode traditionnelle, à mon avis, vous échappe. Mais quand on apprend qu'il y a un décès quelque part, les parents n'ayant pas les moyens tout de suite pour enterrer le corps, on invite un spécialiste en la matière qui vient injecter certains produits au corps et on laisse le corps à domicile du défunt au moins 4 à 5 jours. Je dis, on injecte les produits à ce défunt-là et on le laisse 4 à 5 jours à domicile du défunt. Oui, Toussaint Waneidou. Et je voudrais vous demander... S'il vous plaît. Oui. Vous avez cette information, mais pourquoi vous n'avez jamais dénoncé ça? Monsieur le journaliste, oui. Vous savez que, tel que votre invité vient de le dire, il y a les spécialistes qui doivent le dire. Et que les délégués de chaque village doivent les délégués doivent aussi veiller à cela. Et quand nous constatons cela, on n'a jamais manqué d'attirer l'attention des délégués de ces quartiers. Mais nous, étant faibles, nous, on n'a rien. On ne peut rien contre ces gens de... Peut-être désormais, il faut pouvoir dire ça à l'ONG Bénin Diaspora. Oui, assistance. Voilà, c'est aujourd'hui que je sais qu'il y a une telle ONG. Et c'est pourquoi je me suis capté. J'ai essayé de capter la radio depuis 9 heures. Et je le suis de bout en bout. Mais avant qu'il ne parte, il n'a qu'à laisser alors son numéro de contact. D'accord. Et ça nous aidera à beaucoup dénoncer ces mauvaises pratiques dans nos villages. D'accord. Déjà, il faut dire qu'ils sont sur Facebook tout au moins aussi. Bénin D'accord. Diaspora Assistance. Toussaint, ne vous en faites pas, vous aurez les contacts de monsieur Médard Koudébi. Allez, très bonne journée. Bonjour. Bonjour, monsieur Donkla Mabalo. Le téléphone sonne beaucoup aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Oui, allez-y. Oui, bon, moi je suis imperturbable, je suis Herman Metton, j'appelle de Védocor. Herman Metton. Allez-y, oui, Herman. je dis bonjour à votre invité, et je le salue pour le travail qu'il fait. Alors, aux questions, j'en ai 3. Il a parlé de 45 jours désormais. Je suis partant, mais je voudrais savoir... Dans le cas en tout cas, certaines inhumations, il faut forcément l'avis du juge les conditions dans lesquelles cette personne est décédée restent floues. Alors, est-ce que le juge sera tenu de respecter forcément les 45 jours pour rendre sa décision si ce dernier va faire des enquêtes qui vont prendre 3 mois? Monsieur Metton. C'est la première question. Monsieur Metton, s'il vous plaît, il faut juste préciser que ce n'est pas encore acté, hein, c'est juste des propositions pour le moment. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord, mais je pose la question pour qu'il nous éclaire. Okay. Deuxième point, est-ce que dans le décret proposé là, tous les jours, on peut avoir maintenant accès à nos parents décédés parce que les jours, en tout cas quand on dit 2 jours dans la semaine, comme il a dit, tout est déjà programmé, vous allez voir vos parents dans des conditions de fraîcheur pas possible. Est-ce qu'avec ce décret, tous les jours, je peux aller voir si c'est respecté? Et enfin, pour terminer, qu'est-ce qu'il conseille à ceux-là dont les parents sont décédés peut-être hier, ou bien dont les parents vont décéder dans les jours à venir, comme condition d'inhumation, les dispositions à prendre pour ne pas tomber dans les dérapages que nous observons et qu'ils dénoncent? Merci, c'était Herman Metton et merci à Soleil FM. Merci Herman Metton. Vous me permettez, Virgile, hein, il y a encore un auditeur en ligne Prenons-en, n'est-ce pas, pour leur laisser la suite de l'émission. C'est ça. L'assurance, ils ne sont pas tous partis, qui sont restés, ils nous ont écoutés. Bien sûr. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Donkla Mabalo. Voilà, vous êtes en direct. Ça, c'est Gaontode Kaye? Tout à fait, votre... D'accord. Je salue monsieur Virgile. Bonjour, monsieur Gaontode. Merci, merci bien. Je salue votre invité. Cette émission est une émission de développement pour le redressement de notre pays. Comme toutes les émissions d'ailleurs. Tout à fait. Ce que moi je voudrais dire, monsieur l'invité, ça m'étonne. Écoutez, je dis bien ça m'étonne. Ça fait la première fois
que je suis en train d'écouter votre voix sur la radio Soleil FM. Mais vous constatez des faits comme ça dans notre pays ici au Bénin. Mais pourquoi vous ne sortez pas et dénoncer des faits comme ça? Oui, mais Gaontone Kaye, monsieur Bedakou Déby est passé plusieurs fois sur Soleil FM et sur beaucoup d'autres chaînes. Je vous suis. Apparemment, vous êtes un peu troublé là. Je vous suis. Mais ce que je suis en train de demander, il y a aussi les radios. Il y a les radios comme KPFM aussi. Dénoncer les choses comme ça. Parce que ça c'est pas bon pour notre pays. Mais je suis en train de suivre l'émission depuis 9 ans. Je ne suis pas content. Je suis fâché. Mais les autorités sont comprises. Mais il faut dénoncer les noms. Approchez de nous, les personnes d'opinion. On va vous aider à dénoncer cela. Je vous remercie, Gaontone Kaye. Non, je vous comprends. Non, je vous comprends. C'est tout à fait normal. C'est la peur, la colère et tout le reste, et tout à la fois. On va prendre l'autre. Oui, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Voilà, bonjour, oui. Sylvestre Oloulade. Oui, Sylvestre, allez-y. Monsieur Koudéby, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, combien de litres de formol il faut pour un mort? Puisque il y a 2 mois, j'ai perdu mon grand-père quelque part. On m'a réclamé 4 litres. 4 litres de formol qui coûte 4 000 francs le litre. Je vous remercie, Sylvestre Oloulade. Très bon dimanche à vous. Pour ça, vous pouvez donner très vite la réponse. Combien de litres il faut? Et actuellement ici, quand la personne est d'une corpulence moyenne, c'est 2, mais quand la personne est d'une très forte corpulence, c'est 3 maximum. Donc c'est jamais 4. Oui, ce n'est jamais 4. D'accord. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Voilà, vous êtes en direct sur Soleil FM. Oui, je salue très effectivement votre invité. Oui. Moi, c'est Asoba Arnaud. Je vous appelle depuis Atou. D'accord. Et je remercie beaucoup la radio Soleil FM pour tout ce qu'il est en train de faire pour éclairer notre pays. Et j'encourage beaucoup l'invité dans la lutte qu'il a entamée. Et je sais que ce ne serait pas du tout facile pour eux. Parce qu'en temps, il y a un mot qui a été fermé dans ma zone de vie. Et c'est par l'intervention d'un ministre qui a servi comme thème de campagne, qui a aidé, et cette mode est rétablie, il a encore commencé par faire ces choses. Mais quand on avait fait les contrôles, les photos qu'on a vues, c'était déplorable. Mais le problème que nous avons donné, c'est la corruption qui continue de vivre. Alors, quelles sont vos questions concrètement? Parce que là, vous allez poser des questions. Donc, ce que moi, je voudrais juste dire, c'est comment faire pour que... Ah, il est parti. On va prendre le tout dernier maintenant, si Gislain le permet. Oui, bonjour. Monsieur, bonjour. Voilà, Eugène Oignan. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez encore tous vos esprits? Je suis en train de les retrouver. Allez-y, nous vous écoutons. Je salue votre invité. Même si vous êtes seul et que personne ne vous suit, défendez toujours ce qui vous paraît juste. C'est une citation d'un sage Savalois. Monsieur Koudéby, merci. Merci à vous. Ok. Et je voudrais vous poser cette question-là. 1. Quelle différence il y a entre vos investigations du temps du président Bondiaï et du temps du président Patrice Talon? C'est-à-dire, en fait, ils sont ceux-là qui vous aident. En fait, ils sont ceux qui vous apportent le soutien franc et honnête. Pas les soutiens de femmes, mais je vais dire des soutiens hypocrites. Eugène. Deuxième question. Pensez-vous réussir votre mission quand vous dites que vous avez de temps en temps la contribution du ministère de l'Intérieur? Quand j'ai en souvenance le passage des Béninois dans, je dirais, le système d'actualisation, est-ce que vous pensez vraiment de ce soutien-là? Ensuite, de vous Eugène, à ça va être la dernière question. Oui, ça c'est vrai. De vous à moi, êtes-vous à l'aise là où vous êtes là, actuellement assis là, quand je sais que je suis sur l'émission Sans langue de bois et qu'à un moment je sens du bois sur votre langue. C'est-à-dire vous avez la volonté de dire la vérité, mais il y a
du bois que l'on vous met sur la langue. Non, Eugène, il faut restituer la vérité. Vous savez, nous sommes en direct, n'est-ce pas? Et nous n'avons pas toutes les informations, on n'a pas les mêmes informations que M. Koudébi, donc on ne peut pas permettre non plus qu'on donne des noms, des accusations. Notre rôle, c'est absolument ça. Il faut qu'on vous le rappelle pour que vous compreniez. Personne ne met du bois sur la langue de M. Koudébi. Il faut que ça soit très clair, Eugène. Je crois que l'objectif de l'émission est quand même atteint. Il faut déjà informer, faire prendre conscience et pas accuser forcément. Il faut dénoncer le problème, poser le problème. Voilà. Monsieur Koudébi, vous avez eu beaucoup de questions. Vous n'avez pas pris note, mais je sais que c'est votre secteur. Virgile va donc vous aider à donner quelques réponses. On va commencer, si vous le voulez, par la question de Madame Kavi, puisque c'était elle, la première qui a véritablement posé deux questions. La morgue de la vallée qui a été ouverte, que vous avez dénoncé en temps, est-ce que ça a été ouvert ou pas? Bon, là, avant la dénonciation, la morgue était déjà ouverte. Mais dès qu'on a fait la dénonciation... En fait, dans la vallée, il y a deux morgues. Hein. Il y a celle d'Adjon et il y a celle de... Non, vous n'avez pas deux, vous en avez trois. Ah bon? Vous avez celle de Dangbo, vous avez celle d'Azoulisse, dont le promoteur est l'actuel un employé de la morgue de l'hôpital de zone de Sakété. Vous avez celui d'Adjon, dont j'ai parlé, ce qui fait qu'il y a Adjon, Azoulisse et Dangbo. C'est les trois que vous avez pour le moment. Et pratiquement, après l'émission, il y a le ministre du cadre de vie qui nous a immédiatement reçus. Il y a l'ABE qui a mis en place une commission rapidement conduite par le directeur adjoint et on s'est déplacé pour faire le constat. C'est arrivé là que le maire nous a dit qu'il y a le ministère des Mines qui a envoyé une délégation aussitôt, le ministère de la Santé, la SONEB, l'ABE, et pratiquement que le ministre, le maire dit mais qui ne comprend pas. Pour le cas d'Adjon. D'Adjon, que vous avez abordé. Aujourd'hui, il y a une commission qui travaille pour voir comment éloigner le forage, si c'est l'option la moins chère, ou s'il faut fermer la morgue. Le promoteur de la morgue, lui aussi de son côté, a acheté des domaines encore derrière la morgue qui est pratiquement à près de 100 mètres de sa clôture par derrière, où il propose éloigner la fosse de toilette jusqu'à 100 mètres derrière lui pour éviter, par proposition, ce qui fait qu'il y a plusieurs propositions. Le promoteur propose aujourd'hui de déplacer sa fosse à 100 mètres derrière la morgue, qui est propriétaire. Les autorités, le ministère de Mines, la SONEB, l'ABE, réfléchissent à comment écarter le forage, surtout que dans le projet de décret, il est dit désormais qu'on ne peut plus s'installer à moins de 2 km des infrastructures communautaires et des cours d'eau. Ce qui fait que là, il y a déjà... Ce n'est pas cette solution qui va être adoptée finalement. Alors. Actuellement, ils sont en train de courir, mais ce qui est sûr, la fosse septique va s'éloigner du forage. Mais pour l'instant, les populations sont toujours exposées. Sont toujours exposées. Sans vouloir faire peur, c'est la réalité. Oui, c'est la réalité actuelle. Mais des propositions sont en cours. Le promoteur a eu cette volonté, il est en train d'acheter des domaines derrière pour éloigner la fosse. Et les autorités sont en train de réfléchir. Une commission ira encore d'ici 10 jours, conduite par le directeur de l'ABE et de la SONEB, avec les techniciens. Ils vont faire les prélèvements et ils vont faire les analyses. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas la situation, eh bien, le forage de la SONEB à Adjon est contigu donc à la morgue et ce qui expose les populations. Oui, on a mesuré ces 53 mètres exactement. On était allé avec la SONEB avec centimètres. La fosse est à 82 mètres et de la clôture de l'extérieur pour le forage, c'est 53 mètres exactement. Madame Kavi disait par ailleurs 45 jours, est-ce que ce n'est pas trop? Est-ce que ce n'est pas mieux de retenir d'avoir décret 2 semaines? Effectivement, 45 jours, moi j'ai jugé que c'est trop, mais je vous ai dit que c'est une mafia. Ils ont infiltré la commission et eux aussi défendaient leurs intérêts. Parce qu'au plus vous durez, ça leur rapporte plus. Alors à partir de là, ils tenaient et ils ont infiltré pratiquement à travers un service plus précisément du ministère de la Santé qui est le service d'hygiène et d'assainissement. C'est eux qui ont défendu Mordicus même 90 jours. Et on leur a dit non, c'est 6 jours pour la France, 8 jours pour les autres pays, 30 jours ça suffit. Mais puisque eux, ils ont souvent l'habitude d'aller prendre leur petit déjeuner là, je remercie le ministre Alassane Seydou qui a pris ses responsabilités et qui a remercié le chef service qui n'est plus à son poste aujourd'hui. Alors, pratiquement, 45 jours, ils ont insisté 90. La commission, 45 jours qui ont finalement la commission a retenu 45. Je ne peux pas aller au-delà de la volonté de la commission. Toussaint Ouanedou demandait les cas des corps traités à domicile. Parfois, les corps conservés pendant 4 à 5 jours. Effectivement, là, ça représente un danger parce que beaucoup ne savent pas que la dernière transpiration d'un mort contient 100 milliards de bactéries.
100 combien? 100 milliards de batteries. Beaucoup ne le savent pas. J'ai annoncé aussi toujours le document au rapport qui est à la dernière page du rapport. Et ce qui fait que la tenue d'un mort, normalement dans tous les pays qui se respectent, c'est un déchet biomédical qui mérite d'être brûlé. C'est comme le porc épic qui rejette toutes ses épines pour se protéger. Oui. Le vivant, l'organisme rejette toutes les maladies qu'il a développées ou non développées pour pouvoir échapper à la mort. Ce qui fait que la dernière transpiration contient l'équivalent de 100 milliards de bactéries. C'est exactement comme on dit pour la consommation de la viande. Il faut pas souvent... ça dit que l'animal meurt avec une crainte et dans cette crainte-là, il rejette tout ce qu'il a comme... Alors pratiquement, c'est pour ça surtout que les conservations de corps à domicile sont des risques parce qu'ils lavent ses corps, ils déversent dans la nature, dans la cour, il n'y a pas de faux sceptiques adéquats. Est-ce que le décret a pris en compte ces cas-là? Le décret a pris en compte ces cas et au même moment... C'est interdit? Non, c'est recommandé désormais qu'il faut, déjà la première des choses, quand tu as un décès, qu'un médecin vient constater et que tu puisses bénéficier obligatoirement d'un certificat de décès pour éviter le cas des réveillés des morgues du Bénin. Parce que beaucoup ne meurent pas des fois, on les envoie dans les morgues et c'est là-bas qu'ils perdent leur vie. Ah bon, et il y a des cas comme ça? Il y en a plusieurs cas, il y en a en tout 8 qu'on a relevés, même dans un sapeur-pompier qui est à la base des sapeurs-pompiers. Ils n'étaient pas décédés. C'est des gens qui ne sont pas souvent décédés. Quand tu rêves un peu, on te dit Kokula et n'importe qui t'envoie dans une morgue. Et des fois, par chance, les gens se réveillent. Les cas que nous avons eus, il y en a même une qui habite même ici, votre commune ici. Et la pauvre, elle était allée à l'accouchement et on a déclaré décédée, on l'a envoyée à la morgue. Sa chance, c'est que le morguier, étant allé boire son sodabi, on l'a déposé devant la porte, les parents sont allés chercher l'agent du formol. Le temps qu'ils reviennent, elle a commencé à s'agiter, à perdre les os et le morguier est revenu, l'a reconduit, on l'a fait accoucher par césarienne. Ses parents étaient venus avec l'agent du formol et on leur a dit que leur parent vient d'être renvoyé parce qu'elle s'est réveillée en temps, elle a accouché par césarienne. Et aujourd'hui, c'est là, après la sortie, elle a fait une formation, elle est agent hospitalière ici à Semekodi. De belles elle histoires. Vit, je peux vous donner son numéro et son nom. Il y a même un sapeur-pompier aussi. Et sans bouger, sans oublier même que tout récemment, je crois l'année dernière, il y a une dame décédée au CNHU à 2h du matin envoyée à la morgue. La chance, c'est que ses parents devaient revenir le lendemain matin pour l'enterrer parce que c'est un musulman. À 5h du matin, le morguier est venu pour pouvoir livrer un autre corps. Brutalement ouvre la porte et retrouve la dame, elle était assise. Et même le foie ne l'a pas tué. Non, on ne l'a pas mis dans la chambre froide. Parce que quand les gens viennent, on les dépose en vrac. Et c'est après ingestion qu'on les met dans la cargaison. Okay, elle s'est levée, elle était assise toute nuit, elle me dit, mais fille, t'as un cadeau est belé. Le morguier a pris peur, il s'est retiré. Et voilà, les cas comme ça, on a voulu faire une émission avec les réveillés des morgues du Bénin. On va voir. Pour éviter ça. Et pour tout ça, on n'a pas eu besoin de savon de chance. Pour éviter ça, désormais, le décret prévoit une obligation de certificat de décès avant toute admission de corps dans une morgue au Bénin pour être sûr de ne pas envoyer les vivants. Faut-il appliquer réellement donc les décrets? C'est un autre aspect. Nous allons y venir. Mettons qui demandait les corps sous décision de justice, qu'est-ce qui est prévu? On a prévu tout ça. C'est 45 jours aussi? Non, c'est bien précisé que les corps sous décision de justice, une fois l'enquête terminée, c'est à partir de la main levée que la famille aura 30 jours. À partir de la main levée, quand le juge termine son travail et qu'il dit maintenant, je lève la main, la famille a 30 jours pour enterrer. Sinon, les enquêtes peuvent durer 2 ans. Les enquêtes, non, c'est pour ça surtout qu'on a associé les juges, on a associé le greffier en chef et l'UNAMAB pour qu'ils puissent prendre connaissance et aller mener un peu plus vite. Mais le problème, c'est que le Bénin a un problème de médecins légistes. Nous en avons que 3 médecins légistes, dont tous sont en âge de retraite. Ce qui fait qu'actuellement, il y a on a un projet qui est actuellement au ministère de l'Intérieur, l'envoi de 10 gendarmes, 10 policiers, 10 médecins pour les former rapidement pour venir prendre la relève de 2 instituts médico-légaux de veille sanitaire, une au sud Bénin pour les corps sous décision de justice et une au nord Bénin pour pouvoir prendre la relève et aller vite dans les autopsies. Au plus, tous les 15 jours, le corps qui arrive là doit subir l'autopsie en 15 jours et être transféré dans une morgue ordinaire. Les problèmes continuent, comme dirait... Oui, c'est un long dossier qui va continuer à évoluer. Accès tous les jours au corps, désormais, est-ce que votre décret a prévu cela? Le décret n'a pas imposé l'accès tous les jours au corps, mais on peut y penser à un arrêté d'application qui va contenir ça. Parce que ça participe déjà de la surveillance de la veille. De la surveillance de la veille, oui. Pour ça, là, on va demander à la DGEC et plus précisément au chef service morgue du ministère de l'Intérieur, M. Djessou. Pratiquement, on porte des noms de morts. Moi, je suis Koudébi et lui, il est Djessou.
Et c'est lui le chef service c'est lui le chef service morgue et cimetière du ministère de l'Intérieur. Et on va y veiller pour que l'arrêté d'application... On va y aller rapidement là, parce que les conseils à prodiguer à des gens qui veulent inhumer donc des corps, quelles sont les conditions qui devaient être respectées? Et la première des choses, déjà, il faut que le cercueil soit aux normes. Aujourd'hui, beaucoup de cercueils ne sont pas aux normes, ce qui fait qu'après les 2 jours d'exposition du corps, les lits mortuaires sont imbibés de liquides contagieux et des sécrétions, ce que les pompes funèbres vont laver au pressing avec vos habits. Raison pour laquelle... Oui, mais Monsieur Koudébi, pourquoi vous aimez alarmer les gens? On n'alarme pas, il faut être direct. Il faut être direct. Aujourd'hui, beaucoup de familles, à cause de ça, ils veillent à la mise en bière. On ne leur fait plus un colis qu'ils viennent chercher. C'est ce qui a permis, par exemple, à d'autres familles de constater que les pénis et les langues, par exemple, de leurs parents défunts avaient été volés. Ah bon? C'est cette veille qui a permis au moins de déceler ça. La mafia, c'est une mastodonte, ça n'a pas de limite finalement. Non, la mafia mortuaire n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. Parce que les employés des morts qui sont à 35 000, qui sont maximum 40 000, celui qui paie même les 40 000 n'est pas à jour au niveau de leur cotisation, au niveau du CNSS. Ce qui fait que c'est carrément le vol. L'État paie aussi de l'argent. L'État paie l'équivalent de 50 milliards pour n'avoir pas contrôlé les morgues et les cimetières de notre pays. Les études existent dans ce sens. Bien sûr, parce que là où vous perdez les 50 milliards, c'est bref. Quand on a un fichier national de défunts béninois qu'on croise avec celui des pensions et des retraites, on pourra mettre fin aux 14 milliards de pensions de retraite indûment versées à des morts. Si vous avez un fichier national des défunts béninois, on peut le croiser avec la LEPI, éradier systématiquement les morts et ne plus sortir 22 milliards pour les actualisations. Sans oublier les veuves de complaisance. Quand un cadre célibataire meurt, on organise un mariage antidaté pour préparer les veuves de complaisance afin d'aller escroquer le trésor. Et sans oublier, par exemple, quand vous avez une épouse légitime qui ne s'entend pas avec la famille, et cette veuve-là, notre belle-fille, ne nous respecte pas, elle ne va pas garder l'héritage pour elle seule. On organise un faux mariage et on sort de nulle part une veuve de complaisance pour dire que c'est une épouse de notre fille que nous on connaît en tant que famille et on l'oblige à diviser la succession pour qu'il puisse prendre une part. C'est toute une mafia qui a des ramifications à tous les niveaux. Eh oui, si vous y avez déjà répondu, combien de litres de formol pour un corps 2 à 3, oui. Vous avez dit. Géné Waignon qui demandait la collaboration avec l'administration publique de Yayi et de Talon, qu'est-ce que vous en dites? Je ne peux pas juger parce que chacun fait de son mieux. J'ai échangé avec plusieurs ministres de Yayi. Ils n'ont pas voulu donner une interview à la presse internationale parce qu'ils ont dit, nous on a fait ce qu'on peut. Si ça vous a plu, tant mieux, les autres vont continuer, l'administration a une continuité. Et même aussi, ils ont reconnu, ils m'ont dit, mais monsieur Koudébi, vous êtes trop teigneux. Parce que depuis que vous avez commencé, on a dit, il sera fatigué. Il sera fatigué. C'est le jour où vous nous avez livré aux partenaires, qu'en Conseil des ministres, on a décidé de coopérer. Et c'est comme le régime actuel qui m'a dit, mais monsieur Koudébi, sincèrement, vous savez le pouvoir que vous avez une capacité de nuisance terrible sur le point international. C'est cette pression que vous nous mettez qui fait qu'on essaie de coopérer. Et c'est ça votre force. Oui. Donc, Mabalos, la question. C'est ça. Monsieur Médard Koudébi, merci beaucoup. Vous avez répondu à toutes nos questions. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Et on a l'impression qu'il n'a pas fini. Hein. Oui, c'est sûr. Oui, mais on est obligé de stopper ça parce que on va pas s'en sortir. J'imagine que ça ne nous tuerait pas. Ne nous tuera pas. J'imagine, Virgile, que ça, en tout cas pour moi, ça a été l'émission la plus difficile de ma jeune carrière. Je ne sais pas si ça a été le cas chez vous. Non, moi je suis habitué à vous êtes habitué. Et bon, moi je... En tout cas, dès qu'on a annoncé Médard Koudébi, comme lui dans la presse. J'ai failli ne pas venir à cette émission. Je suis venu quand même. Et j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que vous avez également appris énormément de choses, mesdames et messieurs. L'essentiel pour nous, c'est que notre pays puisse vraiment se développer, que cette mafia mortuaire soit vraiment combattue avec la dernière rigueur. Monsieur Koudébi, franchement, merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste. Merci aux auditeurs. Et gardons tous la veille citoyenne. Voilà, merci. Ghislain Gbangba était à la technique, assisté de Mohamed Liamidi. Virgile Arvancet, donc la Mabalo, c'était l'émission Sans langue de bois. Nous vous retrouverons dimanche prochain si Dieu le veut. On vous laisse en compagnie de la rédaction de Soleil FM.